Alors on va se demander dans cette émission si c'est la contre-offensive qu'on n'avait pas vu venir de la part de Kiev. Regardez cette carte de la Russie où vous allez voir certaines villes où ont été lancées cette nuit des attaques massives de drones. À Lipetsk par exemple, mais aussi à Sébastopol et à Belgorod, des attaques de grande ampleur. Les Ukrainiens, qu'on disait affaiblis sur le terrain, eh bien, semblent reprendre la main. Le récap de la nuit avec Thomas Bergot. Cette nuit, plusieurs régions de Russie ont été touchées par des attaques de drones ukrainiens. Parmi elles, la base aérienne militaire de Lipetsk est en feu. 4 villages sont évacués. Le gouverneur régional Igor Artamonov décrète l'état d'urgence dans la foulée. Pour éliminer les conséquences de la détonation d'objets explosifs, un régime d'urgence est mis en place sur le territoire du district municipal de Lipetsk. D'autres attaques coordonnées touchent la région de Belgorod, ainsi que Sébastopol en Crimée occupée. Des attaques qui interviennent au moment de l'offensive surprise ukrainienne dans la région de Koursk. Selon le ministère de la Défense de Moscou, 75 drones ukrainiens sont abattus dans la nuit. 7 bateaux se dirigeant vers la péninsule de Crimée auraient aussi été détruits. Merci à Noah Bergot. Alors Claude Blanche-Maison, effectivement on connaissait des attaques de drones sur le territoire russe, mais celle-ci semble assez spectaculaire, elle est surprise et en plus elle est en profondeur. C'est-à-dire que la ville de Lipetsk se trouve à plus de 200, on dit même 300 km de la frontière ukrainienne. Oui, enfin, il y a déjà eu des attaques de drones ukrainiens sur des objectifs de ce type, puisque ça, c'est une base aérienne, une base militaire, et les drones... et enfin, il y a déjà eu des attaques ukrainiennes de ce type. Le gouverneur, puisque les informations viennent en fait de la partie russe, c'est-à-dire du gouverneur de Lipetsk. Côté ukrainien, on ne dit pas grand-chose, on ne commente pas trop cette attaque de ce matin. Et le gouverneur de Lipetsk, en effet, semble alarmé, parce que lui, il est là pour protéger sa population, peut-être pour faire évacuer des gens, et pour réagir, et aussi peut-être pour faire réagir ses autorités à Moscou. Ça veut dire que, en effet, ces bases aériennes sont probablement mal protégées, que les drones, de toute façon, passent à travers les protections, s'il y a des protections, et puis que, assez souvent, dans le système russe, la protection n'est pas d'une vigilance 24 heures sur 24. Mais vous n'y voyez pas une accélération, par exemple, dans le conflit? On disait que les Ukrainiens étaient un peu affaiblis sur le front. Là, effectivement, il y a plusieurs opérations similaires depuis le début de la semaine qui montrent bien qu'ils partent à l'offensive. Moi, j'y vois deux choses. La première, c'est ils veulent se faire une diversion par rapport à ce que tous les stratèges occidentaux leur disent, à savoir on piétine sur le front de 1200 km, et ils répondent, encore une fois, il n'y a pas que le front, il y a la mer Noire, il y a nos frappes de drones en profondeur en Russie, il y a les incursions du côté du nord de l'Ukraine, par exemple du côté d'Irkoutsk, et c'est aussi en deuxième lieu l'expression de leur marge de manœuvre par rapport à ce qu'on pourrait appeler les directives ou les conseils américains. Parce que là, on a bien l'impression que ces frappes en profondeur, comme les 2 jours précédents, l'incursion dans la province d'Irkoutsk, c'était pas du tout une idée américaine. Non, pas du tout. On cible la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a dit on va demander des comptes à Kiev. Les Américains répondent régulièrement, les porte-paroles du State Department ou le porte-parole du Conseil de sécurité américain disent on va se renseigner, on va demander aux Ukrainiens quelles sont leurs intentions, pour bien marquer d'abord vis-à-vis des Russes qu'ils ne sont pas dans le coup, que ça ne vient pas d'eux. Bien sûr. C'est plus de la communication, parce qu'obligatoirement ils sont au courant, ils utilisent les satellites américains et les satellites occidentaux d'Europe. Donc il y a quand même là un plan de large déstabilisation, comme on expliquait, la mer Noire, la Crimée,
Donc maintenant, une incursion massive sur Koursk, même si il n'y a qu'un bataillon en fait de 1000 hommes. C'est beaucoup déjà, 1000 hommes qui réussissent à pénétrer sur le territoire par rapport russe. au nombre de personnes que vous avez sur le front, qui sont estimées entre 200 000 et 300 000 à défendre le front, cette tentative de déstabilisation est importante parce qu'elle est historique. Pas d'incursion sur le territoire russe depuis 1941, hein, donc c'est symbolique aussi, mais ça déstabilise complètement le renseignement russe, qu'aurait dû savoir que des chars qui passent pas inaperçus au niveau des satellites, hein, avec des satellites chinois qui sont utilisés aussi par les Russes, qui rentrent dans le territoire, avec des blindés qui rentrent dans le territoire, donc ça passe pas inaperçu. Et à côté de ça, pourquoi c'est coordonné et important? On sait que l'Allemagne soutient aussi cette incursion, comme d'autres pays européens, et les États-Unis l'ont annoncé aussi Alors qu'elle soutient, récemment. parce qu'elle a dit justement aux Ukrainiens, vous pouvez frapper avec, je crois, des armes provenant d'Allemagne. Du matériel allemand. Aujourd'hui, on est à un tournant, c'est difficile sur le front, et c'est l'occasion aussi de réorganiser la stratégie militaire, c'est ce que fait l'Ukraine. De l'autre côté, les Russes qui essayent tant bien que mal de remplacer les morts qui sont estimés à peu près à 30 000 par mois du côté russe. On parle un peu moins en ce moment de la boucherie qui se passe sur le front. Hein. En fait, ils vont être obligés, avec ces contrepoids, de mobiliser des militaires qui devaient partir sur le front, sur l'intérieur de la Russie. Donc, on a vu aussi la réunion qu'il y a eu avec le Conseil de sécurité de Poutine, hein, où on sent l'urgence, on sent la déstabilisation et aussi une déstabilisation. En tout cas, complète. effectivement, c'est ça qui semble se dégager de ces différentes attaques qui sont survenues depuis le début de la semaine. Samantha de Berdan, vous voyez aussi une coordination, finalement une accélération de cette peut-être contre-offensive ukrainienne qu'on n'avait pas vu venir? Moi, je ne l'appellerais pas vraiment contre-offensive, parce que la contre-offensive, c'était vraiment dans le cadre de reprendre les territoires que les Russes avaient pris. Moi, je vois ça plutôt comme une tentative de déstabilisation. En effet, comme l'a dit Caroline Didier, si vous voulez, 75 drones sur... Moi, j'ai 8 endroits différents dans une même nuit. Ça, c'est énorme. C'est du jamais vu. On a vu des attaques de drones diverses par semaine, mais une attaque de drones aussi massive, dans autant d'endroits, avec à côté l'incursion dans Koursk, c'est énorme. Alors, déstabilisation, pourquoi faire? Il faut savoir que depuis plusieurs mois déjà, il y a un sentiment de chaos à l'intérieur de l'armée russe, et surtout au niveau du ministère de la Défense, donc des instances de direction de l'armée russe, avec le déplacement du ministre de la Défense Sergueï Shoigu au Conseil de sécurité, un nouveau ministre de la Défense, et surtout quasiment toutes les semaines maintenant des arrestations de hauts gradés dans l'armée, d'autres personnalités importantes liées au complexe militaro-industriel qui tombent de leurs fenêtres, tombent de leurs yachts, ont des malaises dont ils ne se remettent pas. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se passe au sein de l'armée. Poutine, si vous voyez ses déclarations à la télé ces derniers jours, il a l'air très nerveux. Et là, il y a une attaque sur le territoire russe. Et de plus en plus, ce qui est plus important, c'est que la population commence maintenant à publiquement dire « Mais venez nous aider, qu'est-ce que vous faites ?» Alors justement, on va voir ces images hallucinantes dans quelques minutes d'habitants de la région de Koursk qui s'adressent directement à Vladimir Poutine pour leur dire exactement ce que vous voulez dire. Monsieur Vladimir Poutine, on est assiégé, venez nous aider. On se demande quand la population va peut-être commencer à se révolter contre la Russie, on verra ça tout à l'heure. Mais restons encore un instant sur cette attaque de drone. On voudrait avoir l'avis du colonel Pierre de Jong, justement. Attaque donc massive sur plusieurs villes, cette nuit très bien coordonnée, en profondeur, à 200 ou 300 km de la frontière ukrainienne. Pour vous, opération réussie ?
À 100%, d'autant que c'est vraiment ce qu'on appelle une opération combinée. On voit qu'en fait, il y a une forme de, comment dire, de reprise de l'initiative des Ukrainiens. C'est vrai que le front en Ukraine a été relativement stabilisé, puisqu'il y avait une forme de grignotage qui durait depuis un certain nombre de semaines. Les opérations en mer Noire étaient quasiment arrêtées. On voit qu'il y avait une espèce de stabilisation. Et je pense que Poutine repositionnait le conflit, non pas au niveau avec les Ukrainiens, mais avec les Américains, simplement en débattant sur les questions nucléaires. Rappelez-vous son discours le 20 juin à Hanoï, où il annonçait la reprise de la reconstruction des missiles nucléaires intermédiaires. Donc on voit qu'il essayait de repositionner, se repositionner au niveau des États-Unis. Donc en fait, de recréer une forme de guerre froide. En fait, les Ukrainiens ont ramené ça, si vous voulez, sur le terrain directement. Et en fait, ils ont montré là une capacité d'initiative et surtout une capacité à mener un combat opportuniste. Alors pourquoi une opération combinée? Parce qu'on voit bien que l'opération des drones qui ont tapé sur l'IPSEC, donc qui est relativement loin par rapport à la frontière, est totalement coordonnée par rapport à l'opération terrestre. Et on parle de 1000 hommes, mais les 1000 hommes, c'est les Russes qu'on dit qu'il y avait 1000 hommes. On ne sait pas combien il y a d'hommes. On parle d'une brigade blindée, on parle de la 22e brigade mécanisée. Ça veut dire une brigade, c'est à peu près entre 1000 et 3000 hommes à peu près. C'est à peu près le schéma. Ce qui veut dire qu'il y aurait peut-être beaucoup plus de troupes qu'on ne l'imagine. Et là où les Ukrainiens ont été très forts, et là ils ont du bon renseignement, probablement américains bien évidemment, c'est qu'ils ont été là où la Russie était faible. Ils sont rentrés en fait comme dans du beurre. Aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans le dispositif. Rappelez-vous la montée de la colonne de véhicules de Prigojine en direction de Moscou au mois de juin. Il y avait quasiment personne. Ben là, c'est la même chose. Une fois que vous avez percé la première ou deuxième ligne qui était en fait très mal tenue par la garde nationale, ils ont percé et ils sont en train de rentrer dans le système. Et là, les Ukrainiens démontrent une véritable valeur tactique et stratégique à la fois. C'est qu'en fait là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le combat d'une exploitation. En fait, ils sont rentrés dedans, ils ont exploité et ils sont capables de prolonger. Et là, aujourd'hui, que vont faire les Ukrainiens? Ils vont prolonger. Ils ne vont pas chercher à repartir parce que théoriquement, dans un raid blindé, quand vous foncez dans l'ennemi, en fait, vous avez un objectif, vous le détruisez et vous revenez en arrière. Là, visiblement, il ne se passe pas grand-chose du côté russe et donc les Ukrainiens vont s'engouffrer dans la brèche et essayer de tenir une zone. On ne connaît pas l'avenir, bien évidemment, mais on verra ce qu'ils sont capables de faire avec les moyens qu'ils ont.